Alors j'espère que cette fois ça va être net, que je vais pas avoir la face surexposée parce que j'ai pas de cadreur. C'est là qu'on se rend compte qu'un cadreur ça sert. Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément dans le 3e épisode de ma série d'actualité dédiée à la photo et à la vidéo où je parcours internet à la recherche donc d'actualités ou d'articles intéressants que je pourrais décortiquer et que je pourrais commenter en vidéo dans cette série. Alors on va tout de suite attaquer avec un article qui est plutôt long, super, une guêpe, on adore puisqu'on est dans un environnement naturel. Un article plutôt long de Nat Sakura, pour ceux qui connaissent déjà du site b612studio.fr, qui voilà, a écrit plusieurs articles, souvent longs, souvent très intéressants. Et aujourd'hui, je vais en commenter un particulièrement qui se dénomme « Pourquoi les photographes sont-ils des gros cons ?» Alors bien sûr, le titre est ironique, attention, mais ce qu'elle explique à l'intérieur donc est sujet à débat, je pense. Alors déjà, pour vous résumer rapidement ce qu'elle explique dans cet article, elle dit qu'avec le temps et grâce au travail des surréalistes, notamment Man Ray, la photographie a réussi bien difficilement, il est vrai, à se hisser au rang d'art, le 8e pour être précis, aux côtés de la télévision. Voilà. Autant dire qu'aux yeux du grand public, la photographie reste un art de seconde zone, toujours vaguement soupçonné d'être facile, entre guillemets, puisque tout le monde a le sentiment de pouvoir le pratiquer. Et qui plus est, il est rempli de fantasmes, tel celui du photographe de mode avec succès, couvert d'argent et de filles et de cocaïne. Alors déjà ça me fait bien rire, puisque ce n'est pas du tout le cas. Alors aussi, elle dit après, donc voilà, donc elle explique pourquoi la photo, comment la photo a été hissée au rang d'art. Aussi dans le marché de l'art, sauf les cas très exceptionnels du Rhine 2 et de Gurksty ou certains tirages de Cindy Sherman, les photographies se vendent toujours à des prix dérisoires par rapport aux toilettes et aux sculptures. En cause le fait qu'en photographie, un tirage n'est que la copie d'un négatif ou d'une carte mémoire, donc aux yeux du public, reproductible et sans valeur intrinsèque. Bon, voilà. Après, c'est vrai que c'est différent. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Il faudrait que l'art évolue. Mais pour moi, je pense que ça a quand même beaucoup de valeur, la photo. Alors ensuite, elle continue avec une citation que j'aime beaucoup, qui veut dire « Artiste, poète, écrivain, si vous copiez toujours, on ne vous copiera jamais ». Voilà, je vous laisse méditer, c'est de Bernardin de Saint-Pierre. Alors, voilà, donc elle présente tout ça. Ensuite, elle dit qu'avant, c'est important que je vous explique vraiment, que je vous résume l'article avant de débattre. Elle dit qu'avant, on documentait et immortalisait le réel avec Robert Doisneau, etc., vous connaissez, puis que nous fabriquions ce réel pour le mettre en scène avec l'équipe artistique et des effets de lumière, avec David Lachapelle, etc. Et aujourd'hui sont arrivées les photos conceptuelles, c'est ça qu'elle critique, des supermarchés, des papiers gras sur la plage, des photos des photos de cancéreux en phase terminale, des chiottes, etc. Donc on n'a plus le droit de faire du beau, du plaisir jubilatoire et esthétique, et que c'est à proscrire tout ce genre de photos de nos musées. Alors moi j'ai envie de lui dire, pour répondre à ça, est-ce qu'il faut passer dans les musées pour faire de l'art ? Est-ce qu'il faut avoir forcément fait une exposition pour être un bon photographe ? Et puis qu'on fait aussi de la photo avant tout pour soi, et qu'on s'en tape des tendances, vraiment des mouvements et tout. Bah voilà, moi je connais plein de photographes qui font de la mise en scène avec une équipe créative et tout. Non, ce n'est pas mort, et non, on ne fait pas tous des photos de chiottes. Donc déjà, je trouve ça très négatif ce qu'elle dit. Alors, je comprends bien que ça a dû être une réaction à chaud, elle a dû voir une expo, en plus elle en parle après. Voilà, ça l'a saoulée et du coup, elle a voulu pousser un coup de gueule, ce qui est compréhensible, mais méfiez-vous des coups de gueule, puisque du coup, ça va que dans un seul sens. Il faut réussir justement à prendre un minimum de recul par rapport à ça. Voilà, elle continue en disant « Bref, aujourd'hui, l'artiste photographe est face à une alternative. S'il veut gagner sa vie, soit il doit oublier toute déontologie et se tourner vers la publicité. Non, mais voilà, s'il aime l'esthétique, soit vers le conceptuel et s'ennuyer mortellement au milieu de professionnels de l'art tout aussi mortels. » Alors, déjà, je ne sais pas si beaucoup de gens vont gagner leur vie en prenant des photos de papier sur la plage, parce que c'est ça qu'elle entend par photo conceptuelle. Il y a peu de gens qui sont exposés dans des musées et qui vendent ce genre d'images, tout simplement parce que ça fait aussi partie d'une démarche esthétique, artistique précise de faire ce genre de photos. Généralement, ça va être décliné en série. Par exemple, elle critique aussi les photos de pieds, etc. Bon, alors ça, ça fait partie d'une démarche, d'un processus qu'a mis en place un artiste et qu'il est difficile de refaire pour tout le monde, puisque voilà, il fallait avoir l'idée, c'est un concept, on aime ou on n'aime pas, mais c'est fait peut-être aussi pour choquer. Et voilà, je pense pas qu'on gagne sa vie avec.
Ceci étant dit, après elle va critiquer autre chose. Elle dit qu'en 2015, parce que l'article date un petit peu, la vidéo s'appelle Actu, mais bon, des fois je trouve des articles après tout le monde. En 2015, pour un photographe professionnel honnête qui déclare son travail et paye ses charges, il est dur d'hésiter dans une société où chacun se prétend être photographe. Bon, alors ça c'est vrai. Un problème qui s'est accentué depuis 2008 avec la création du statut de l'auto-entrepreneur. Alors ça, j'ai envie de lui dire lol quand même, parce qu'il est en train de dénigrer le fait que c'est facile d'accès maintenant la photographie pro, c'est-à-dire la capacité de se faire payer légalement et de facturer, hein, ce qui n'a rien à voir avec le talent, puisque c'est toujours aussi difficile. Et donc, comment les nouveaux se font une place aujourd'hui si ce statut n'avait pas été créé? Puisque, rappelons-le pour ceux qui ne savent pas, le statut d'auto-entrepreneur permet de ne pas d'être imposé seulement sur ce qu'on gagne et de ne pas payer une sorte de forfait chaque mois, même si on n'aurait rien gagné, par exemple. Et ce qui permet donc d'être un premier statut intéressant et sécure pour les gens qui veulent se lancer dans la photo sans savoir vraiment s'ils vont y arriver. Donc le fait qu'elle dénigre ça parce qu'elle est installée sûrement depuis longtemps avec sa petite entreprise, je trouve ça assez désolant. Voilà. Donc ensuite, elle fait l'apologie de l'ancien temps. Seuls les vrais et durs anciens qui ont bien souffert, parce qu'elle dit, oui, avant, alors à la préhistoire, c'est-à-dire avant l'arrivée du numérique, grand public au début des années 2000, un apprenti photographe qui voulait vivre de son art devait passer des années comme assistant de studio, faire des études dans une des rares écoles qui existaient alors qu'on n'est pas forcément obligé de passer par une école, faire ses armes sur des reportages à l'essai pour bien longtemps après pouvoir voler de ses propres ailes et s'installer à son compte, c'est-à-dire 10 ans après, hein, c'est même elle qui le dit. À l'époque, la tradition était de dire aux jeunes compte 10 ans avant de pouvoir en vivre. Les égos à l'époque étaient bien moindres, alors ça, lol, comme si les égos dataient des années 2000. D'autant qu'il était tellement facile, même pour un professionnel chevronné, de flinguer ses négatifs et de rater ses reportages. Et alors, c'est pas parce que c'est facile de rater que tout le monde devrait le faire. Sans compter les nuits passées en labo pour sortir des tirages présentables. Et alors ça, je comprends pas, genre, c'est vraiment l'apologie de l'argentique, genre, ah ouais, il faut passer des heures et on risque de rater pour faire une photo normale. Mais là, aujourd'hui, justement, on a la capacité de faire plus de choses, plus intéressantes, en moins de temps, et même ces genres de professionnels-là. Donc bon, on travaille des années pour affiner sa technique. On faisait des pieds et des mains pour aller passer quelques jours chez tel ou tel maître qui nous ouvrait de nouvelles voies, alors qu'aujourd'hui on a la chance d'être sur Internet et on est à l'ère du partage. Je trouve ça désolant de montrer ça comme ça. Voilà, une voie d'apprentissage, ça nécessitait du courage, de l'opiniâtre, une folle passion pour l'image. Aujourd'hui aussi, il faut être passionné pour avoir du talent. Aujourd'hui, le premier venu muni d'un boîtier s'annonce professionnel sans vergogne. Ça, je suis d'accord. Mais s'annoncer professionnel et l'être, c'est quelque chose de différent. C'est plus facile, en effet, ça fait croire aux jeunes qui sont photographes parce que c'est beaucoup plus accessible en 2-3 mouvements, voilà. Mais s'y mettre sérieusement, quand les jeunes vont s'y mettre sérieusement, eh bien, ils vont se rendre compte du travail à fournir pour être bon, en numérique ou pas. Hein, voilà. Et je parle aussi en connaissance de cause, puisque je suis jeune aussi. Voilà, elle parle aussi du bridage qu'exercent les clubs photo, ça je suis totalement d'accord avec elle, que les meilleurs à l'intérieur du club en question, eh bien, vous freineront toujours. Le niveau du meilleur, vous ne pourrez pas le dépasser puisqu'il ne pourra pas vous apprendre d'autres choses si vous, par vous-même, vous n'apprenez pas autre chose à côté du club. Et les concepts généraux qu'on y enseigne et qu'on érige en dogme carrément, telle la règle des tiers et telle l'exposition parfaite, etc., eh bien, vous empêcheront toujours d'être créatif. C'est pour ça qu'il faut vraiment chercher par vous-même aussi. Et aujourd'hui, Internet a énormément de ressources. Ensuite, il dit que pour les apprentis photographes dont je parle, l'achat en masse de matériel onéreux répond surtout à un besoin de sécurité. Ça, je suis totalement d'accord. Le manque de confiance en soi dans la qualité de leurs photos les pousse à surinvestir, sans compter que leurs lacunes font bien les affaires des commerçants toujours en vente de millions de pixels inutiles, de gros millimètres d'ouverture à f1.2. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment toute une industrie qui va tourner autour du matériel photo et qui va encourager les gens à acheter pour faire de meilleures images. Mais je l'ai sans arrêt répété sur cette chaîne, ce n'est pas l'appareil qui fait le photographe. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo où je démontre qu'avec un appareil de 350D, on peut faire de meilleures photos qu'avec un 5D Mark III. Et que ça dépend en fait de la personne qui tient l'appareil photo et non de l'appareil. En tout cas, bon, voilà, même si j'ai un petit peu clashé dans ce début d'épisode, je remercie l'auteur, donc rappelons-le, c'est Nat Sakura, pour les articles qu'elle écrit, parce que ça, en fait, c'est une critique qui va dans un sens, qui permet soit de prendre du recul, de prendre le contre-pied et de se former sa propre opinion, ou de prendre du recul tout simplement, et c'est vraiment intéressant, ça ouvre l'esprit sur la photo, sur le monde de la photo.
donc qui écrit toujours de très bons, voilà, merci à l'auteur qui écrit toujours de très bons articles et qui font réagir, et ça veut dire que c'est bon. Voilà, je n'ai rien contre toi, Nat Sakura, c'est juste que voilà, il y a des choses auxquelles je ne suis pas d'accord, mais c'est ça qui est bien sur YouTube, c'est la liberté d'expression finalement. Alors après, ça va être des petites news par rapport à tout ça, puisque c'était surtout cet épisode centré sur cet article. Eh bien, sachez que le site Petapixel nous rapporte que Microsoft abandonne Paint, le célèbre logiciel. C'est vrai qu'à l'époque, je retouchais mes captures d'écran avec Paint. Il y a des années de cela, et c'était vraiment marrant. Alors, il l'abandonne pas totalement dans le sens où les fans ont protesté, les fans de Paint. Je les vois bien avec des t-shirts Paint dans la rue. Mais en fait, le développement est arrêté, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de mise à jour. Donc pareil, quand il y aura des nouveaux formats d'images qui sortiront, eh bien, ça sera plus compatible. Mais en tout cas, ça reste disponible sur le store de Windows 10, un truc comme ça, parce que Windows 10, je connais pas du tout. Je reste avec Windows 7, très peu pour moi. Et alors, pour un petit historique de Paint, eh bien, la première version est sortie sur Windows 1.0, déjà en 1985, il y a 32 ans. Et il pleut, c'est incroyable. Alors, donc il est obsolète, voilà ce que je disais, donc il n'est plus mis à jour. Article suivant, un monopode hybride pour les photographes et les vidéastes. Alors ça peut être intéressant, donc c'est rapporté par le blogphoto.net. Alors les monopodes, en fait, c'est tout simplement un trépied, donc il y a 3 pieds, et un monopode, il y a un seul pied. Eh bien, les monopodes, eux, offrent une plus grande adaptabilité, mais ils ne peuvent pas remplacer un bon trépied, car leur stabilité est souvent précaire, surtout le mien qui est assez abîmé, que vous avez vu donc dans la vidéo 10 moyens de stabiliser un plan. Alors, dans le but de créer un accessoire adapté à la fois à la photo et à la vidéo, donc un monopied pour que ce soit pratique et faire de la vidéo et que ce soit assez stable pour prendre des photos, eh bien Libec, la société, a dévoilé un nouveau monopode hybride, le HFMP. Donc Libec a annoncé son nouveau monopode main libre, alors que d'autres monopodes sont déjà sur le marché. Celui-ci est spécifiquement conçu pour les appareils lourds. Donc rappelons-le que plus c'est lourd, il va falloir un trépied robuste ou un monopied robuste, notamment ceux utilisés pour la vidéo. Donc conçu pour les appareils utilisés pour la vidéo. Le 5D, c'est déjà très lourd, et voire les caméras peut-être, je ne sais pas. Le monopode est constitué d'un pôle central plus épais et des pieds plus grands et verrouillables par rapport au monopied du marché. Alors surtout, l'avantage de ce monopode, c'est qu'il offre 3 modes de fonctionnement. Le premier, le mode action, permet de suivre un événement rapidement. Il y a un mode verrouillage qui va permettre cette fois de stabiliser la colonne centrale, et le mode repos qui permet une utilisation main libre grâce à un petit commutateur au niveau des pieds afin de verrouiller le monopode quelques secondes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'en servir du coup comme trépied, le lâcher et il va tenir tout seul. Ce qui est vraiment pratique, parce que si il est vraiment plus compact et agréable à porter qu'un trépied, ben, ça peut être que encourageant, parce que c'est vrai que combien de fois j'ai pas pris mon trépied parce que c'était chiant, lourd, il fallait le... Et alors, rappelons-le, plus un trépied est lourd, plus il est stable, du coup. Donc voilà, ils ont essayé de nous faire une petite promesse, on verra bien. Et il faut compter entre 200 et 340 $, selon le type de monopode, chez cette société. Donc on verra bien pourquoi ça peut être intéressant, en tout cas si vous n'avez pas de trépied chez vous, de directement passer au monopied. Alors, dernier point rapporté par phototrend.fr, un très bon site. Lightroom ou Photoshop, lequel choisir pour vos photos? Alors là, ils ont fait un article complet, je vous donnerai le lien en description, un article complet qui détaille tous les avantages et les inconvénients. Je vais vous résumer, en gros, Lightroom est sorti en 2007, quand même quelques années après que Photoshop soit sorti. L'idée était de leur offrir une solution simple et rapide pour traiter un nombre de photographies toujours plus importante, qui remplacerait Photoshop dans 80% des tâches. Imaginez en effet un photographe sportif ou de mariage traiter plus de 1000 photos une à une dans Photoshop. C'est vrai que c'est peu imaginable aujourd'hui, et vous comprendrez mieux l'usage de Lightroom. Il pleut, on adore, en fini. Et derrière Photoshop et Lightroom, il faut savoir qu'il y a le même moteur qui traite les photos, donc c'est Camera Raw qui va dématricer les RAW. Donc voilà, déjà il n'y a pas de différence en termes de piqué et de gestion des couleurs. Au final, il est possible pour un photographe d'utiliser Lightroom sans jamais ouvrir Photoshop aujourd'hui, tellement les versions de Lightroom sont évoluées et abouties. Ou bien Photoshop sans jamais ouvrir Lightroom, même si le mieux est de les faire travailler ensemble pour tirer parti de leurs différences, c'est sûr. Le mieux, donc, c'est pas de choisir Photoshop ou Lightroom, c'est d'utiliser les deux aujourd'hui pour coupler leur puissance, tout simplement. Alors personnellement, voilà, je me sers de Lightroom pour organiser mes photos, tellement c'est compliqué, voilà, quand on a mis l'image. Surtout de faire des sélections avec un processus intéressant, beaucoup plus simple que Bridge ou Camera Raw, et de l'utiliser pour une première passe de traitement. Alors souvent ça va être de la retouche qui sert à compenser les défauts d'une image tout en donnant un certain style. Donc je vais donner des intentions de couleur, je vais réduire les aberrations chromatiques, je vais ajouter de la netteté, etc. etc. Mais je ne vais pas faire de retouche très travaillée puisque c'est dans Photoshop que je vais retoucher mon image de façon travaillée. Pour tout ce qui est retouche localisée, surtout là où Lightroom est mauvais, et pour tous les effets avancés.
Voilà, notamment le split frequency, la retouche de cheveux, de peau, supprimer les éléments du décor, etc., etc. Et puis bien sûr, je ferai une passe couleur aussi dans Photoshop. Puis ensuite, je rebalancerai donc mon image dans Lightroom. De toute façon, c'est interconnecté grâce au Dual Link des applications Adobe. Et là, je ferai une dernière passe, un dernier traitement de couleur généralement, ou en tout cas de luminosité et de contraste pour parfaire mon image. Et pour ensuite, je l'exporte avec le module d'exportation de Lightroom qui est très bien géré, qui gère les signatures intégrées, qui gère la compression pour le net, etc., etc. Je ferai sûrement des tutos là-dessus. Parce que c'est assez compliqué. Eh bien, le mot de la fin, c'est suivant votre pratique finalement, la complexité de vos retouches, eh bien, vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et sachez qu'il n'y a rien de dérangeant à n'utiliser que Lightroom, même si vos collègues se foutent de vous. Voilà, cette série, cet épisode 3 d'Actu Photo touche à sa fin. On a eu la pluie, on a eu les intempéries, tout ça. C'était incroyable. N'hésitez pas donc, comme d'habitude, à commenter, dire si ça vous a plu, à me dire s'il y a des actualités ou des articles que vous voulez que je commente dans le prochain épisode. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez télécharger gratuitement en PDF mon livre « Comment devenir un meilleur photographe » où j'explique plein d'astuces pour s'améliorer en photo et où je montre aussi un petit peu ma vision de l'image. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!